Alors, bonjour à tous, bienvenue sur la plateforme Humain 360. On est super content de vous avoir sur cette belle plateforme, vous offrant du contenu sur la santé, les saines habitudes de vie, les maladies chroniques et plus encore. Aujourd'hui, j'ai le privilège très égoïste, mais le bonheur très égoïste de rencontrer Dr Martin Junot, l'une des grandes sommités, selon moi, sinon la sommité en médecine préventive au Québec. Je sais qu'il n'aimera pas ça que j'en mette trop, donc je vais y aller au sujet. Je prends quand même le temps de présenter minimalement Dr Junot, qui est chercheur, qui est professeur, qui est cardiologue à la base, en fait, également. Donc, directeur du Centre de médecine préventive et d'activité physique, le Centre EPIC de l'Institut de cardiologie de Montréal, où il est également chef du service de prévention. Également professeur titulaire, je l'ai dit, à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Moi, ce que j'aime bien de Dr Junot, c'est ses intérêts de recherche que sont les habitudes de vie en lien avec la maladie cardiovasculaire, mais pas seulement, et aussi le volet que j'aime bien, qui sont les innovations en gestion des maladies chroniques, parce que des innovations, il y en a plus, je pense, de plus en plus, puis il pourra nous le confirmer. Mais je lui passe la parole. Donc, bonjour, Dr Junot. Bonjour, ça fait plaisir d'être là. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Oui, très bien. La santé est bonne. Oui, absolument. J'aimerais vous entendre, on n'a pas beaucoup de temps ensemble, mais j'aimerais vous entendre sur différents sujets, mais qui vont toucher évidemment la prévention en matière de santé. Le premier sujet, ce serait l'impact des habitudes de vie, des saines habitudes de vie sur l'espérance de vie de un, mais aussi l'espérance de vie en santé, parce que je pense qu'il y a une belle nuance à faire entre les deux. Oui, absolument. Au Canada, l'espérance de vie, on est à peu près autour de 82 ans pour les femmes, puis à peu près 79-80 pour les hommes, là, ça varie. Et ça, c'est l'espérance de vie totale. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'espérance de vie en santé, donc sans maladie chronique invalidante, c'est 69 ans pour les hommes et 72 ans pour les femmes. Donc, grosso modo, il y a une bonne dizaine d'années au moins où les hommes et les femmes vont devoir vivre avec disons, des conditions chroniques qui vont nuire à leur qualité de vie. Et le but de la prévention, moi je l'ai toujours dit, c'est pas nécessairement d'amener tout le monde à vivre le plus longtemps possible, mais surtout de diminuer le nombre d'années où ils vont être affligés d'une ou de plusieurs conditions chroniques. Et ça, c'est très, très possible. L'idée, c'est de réduire le 10-12 ans à 2-3 ans. Et aussitôt que dans les années 80, il y a un grand chercheur de Stanford, Dr. Fries, qui avait comparé des gens qui s'entraînaient régulièrement, pas des athlètes, mais des gens qui faisaient de la marche, de la course régulièrement, versus des sédentaires, puis il avait remarqué qu'il y avait 8 à 10 ans d'écart en invalidité de fin de vie. Alors, ce qui l'a amené à développer le terme compression de la morbidité en anglais. Donc, si on peut comprimer cette période-là qu'on veut vivre le moins possible à 2-3 ans, mais c'est pas mal ça le but de la prévention. Et les habitudes de vie sont de loin ce qui est de plus efficace pour arriver à ça. Alors, pour vous donner une ordre de grandeur, pour l'infarctus du myocarde, par exemple, si vous mangez bien, on pourrait y revenir, faites de l'exercice régulièrement, gardez un poids santé, vous ne fumez pas, puis vous consommez de l'alcool très modérément, eh bien, vous diminuez votre risque d'infarctus de 85. C'est pas rien, là. Il n'y a rien qui fait ça. Les pilules comme les statines baissent de 1 la mortalité cardiovasculaire ou les événements cardiovasculaires, je veux dire. Puis si on prend, par exemple, l'espérance de vie en général, si vous atteignez l'âge de 50 ans en bonne santé et que vous avez toutes les bonnes habitudes de vie, ben, une femme va vivre 14 ans de plus que quelqu'un qui n'en a aucune, puis un homme, c'est à peu près 12 ans. Donc, c'est énorme. Et si on prend récemment une étude sur l'alimentation optimale, pour y revenir, ben, les gens qui l'adoptent à 40 ans vont avoir 8 à 10 ans d'espérance de vie additionnelle, à 60 ans, à peu près 6 à 8 ans, puis même à 80 ans, 2-3 ans. Alors ça, c'est juste pour l'alimentation. Bon, on l'a vu pour l'exercice, on le sait pour le tabac. Alors, quand on combine
toutes les bonnes habitudes de vie. C'est extraordinaire le pouvoir des habitudes de vie pour allonger notre espérance de vie et surtout allonger notre espérance de vie en santé. Puis malheureusement, je pense à cause des progrès de la médecine, toutes les nouvelles technologies, par exemple dans notre domaine en cardiologie, tu sais, tout le monde a entendu parler des stents, là, aller rouvrir l'artère pendant l'infarctus, des pontages, les pacemakers, etc. Les gens ont l'impression que c'est la technologie qui amène ces changements-là, mais c'est beaucoup les habitudes de vie. Moi, je dis toujours, quelqu'un qui mange la malbouffe presque tous les jours, qui ne fait pas d'activité physique, qui fume, ben, on est pas mal démunis avec toutes nos technologies pour amener cette personne-là à avoir une belle espérance de vie en santé. Ben, c'est super intéressant. Puis ça me fait penser, quand on parle de cette personne-là, un archétype, là, mais ça va être des gens qui vont parfois avoir le fameux commentaire, bon, il faut bien mourir de quelque chose. Donc, que ce soit une maladie chronique ou un accident de voiture, bon, je suis aussi bien de vivre ma vie à plein, mais c'est l'espérance de vie en santé réellement qui fait la grande différence. Donc, souvent la réponse, ben, si on répond à la personne, OK, donc ça ne te dérange pas d'être malade, d'être même sévèrement malade ou d'avoir des incapacités sévères pendant jusqu'à une dizaine d'années en fin de vie, ça remet les choses en perspective là, un peu. Là. Oui, puis avant, on pensait beaucoup aux crises cardiaques. Tu sais, les gens voulaient éviter la crise cardiaque, mais moi, je dis toujours à mes patients pour les motiver, crise cardiaque, c'est pas si pire parce que ou bien vous en mourrez puis vous n'êtes plus là pour en souffrir. Malheureusement, vos proches vont en souffrir. Mais il faut penser aux AVC qui sont très, très incapacitants. Personne ne veut se réveiller un matin hémiplégique, c'est-à-dire paralysé d'un côté, pas capable de parler. Personne ne veut développer une démence jeune. Et puis, on sait que les mauvaises habitudes de vie, si on veut, par exemple, quelqu'un qui serait sédentaire, fumeur, etc., diabétique, va développer beaucoup plus tôt une démence que les gens qui n'ont pas ces habitudes de vie là. Et ça, c'est assez récent. On a découvert ça. On pensait que les démences, c'était génétique, puis qu'il n'y avait rien à faire. C'était de l'amyloïde dans le cerveau, là, puis c'était un peu un coup de dé. Mais on sait maintenant que 85% des démences sont vasculaires d'origine. Donc, tu jettes au même facteur de risque que le cœur. Alors, quand vous faites du bien à votre corps avec les habitudes de vie, bien, vous protégez votre cœur et votre cerveau. Sans compter plusieurs cancers là, qui sont sensibles aux habitudes de vie, comme cancer du côlon, cancer de la prostate, cancer du sein, etc. Bon, il y a des cancers qui sont totalement, disons, génétiques, là, mais il y en a quand même pas mal. Les gros tueurs, cancer du poumon, cancer du côlon, cancer du sein, cancer de l'utérus, c'est très sensible aux habitudes de vie. Et parlant de tueurs, ben, les maladies cardiovasculaires restent le premier tueur au Canada. Donc, ça aussi, c'est à noter. Oui, au Canada, c'est les maladies cardiovasculaires. Au Québec, pour une raison qu'on ignore, le cancer est un petit peu plus haut. Ah, Mais OK. c'est pas mal la seule place en Occident où le cancer est numéro un. Et c'est pas une course, hein, on ne tient pas à être les premiers. Voilà. Mm. Pardon, et on ne tient pas à développer ni un ni l'autre de toute façon en bout de ligne. Absolument. Euh, Il y a d'autres, excusez, il y a d'autres arguments que j'utilise avec les gens un peu sceptiques. C'est, par exemple, l'impuissance chez l'homme. L'impuissance chez l'homme, c'est dû en grande partie à une maladie des vaisseaux, de l'artère qui irrigue le pénis chez l'homme. Et cette artère-là est très sensible aux habitudes de vie. Donc, un fumeur, quelqu'un qui est hypertendu, etc., va présenter une dysfonction érectile beaucoup plus tôt qu'une personne qui a des bonnes habitudes de vie. Ça, chez mes patients hommes, c'est pas mal vendeur comme argument. oui, des fois, ça parle plus que la santé générale. Ouais. On a parlé de bonnes habitudes de vie et de mauvaises habitudes de vie. On en a même mentionné et j'ai envie d'y aller en rafale, de vous entendre sur différentes habitudes de vie et les liens qu'on peut faire sur la santé en général, l'espérance de vie. Commençons, tiens, avec le mode de vie méditerranéen ou le fameux régime méditerranéen. Oui. Alors,
il y a à peu près 25 ans, il y a un chercheur français, un cardiologue, Michel Delorgeril, qui a fait une fameuse étude, l'étude de Lyon, où il a divisé les patients en deux après un infarctus, la moitié régime faible en gras, là, quand même une assez bonne alimentation, versus une alimentation méditerranéenne. Et cette alimentation méditerranéenne-là, c'est très simple, hein, on mange beaucoup de grains entiers, de fruits, de légumes, de légumineuses, des noix comme source de protéines, légumineuses et noix, l'huile d'olive, peu de viande. Puis dans la viande ou des protéines animales, bien, surtout des viandes blanches et des poissons. Un petit peu de viande rouge. On évite les sucres ajoutés. Et c'est assez simple, très facile à suivre comme modèle. Et cette étude-là a démontré une réduction de 70% des récidives d'infarctus après un premier infarctus. C'était du jamais vu. Encore la comparaison avec les fameuses statines, ça réduit d'environ 35% après un infarctus le risque d'un autre infarctus. Là, on parle du double. Et cette étude-là a révolutionné pas mal la prévention cardiovasculaire, pas juste en France, mais partout dans le monde. Beaucoup d'universités américaines se sont mis à préconiser l'alimentation méditerranéenne. Et nous, on l'a adopté très, très rapidement. Et ensuite, il y a eu une étude dans les années 2010 à peu près en utilisant la même alimentation, mais en prévention primaire, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune maladie. Ça s'est fait en Espagne et puis ils ont trouvé à peu près la même chose, une grosse réduction après 5 ans du risque d'accidents cardiaques de toutes sortes, là, infarctus, AVC, etc. Est-ce que c'est la Et fameuse étude Prédimed? Je veux juste... exactement, Bien sûr. oui, qui a été contestée à un moment donné parce qu'il y a eu des erreurs de randomisation, fait qu'ils l'ont refait, c'est-à-dire ils ont réanalysé les résultats avec les mêmes résultats. Alors, l'étude tient toujours. Et très récemment, il y a 2 mois, encore les Espagnols ont fait l'étude CardioPrev après un infarctus et ils ont trouvé les mêmes résultats que de Lorgeril, là, le français à l'époque, dans les années 90. Et ce qui est remarquable, c'est que c'est 25 ans plus tard, alors que là, tout le monde, après un infarctus, prend des fameuses statines, plein de nouveaux médicaments très efficaces, et malgré tout, la différence a persisté. Et puis ce qui est encore plus remarquable, c'est que la diète contrôle était très bonne. Moi, je lisais ce que le groupe contrôle mangeait, là, ceux qui n'étaient pas méditerranéens. C'est ce qui est recommandé dans bien des hôpitaux après un infarctus. Alors, ça montre que l'alimentation méditerranéenne est vraiment une très bonne alimentation. Très intéressant. Et restons en fait sur le sujet de l'alimentation pour aller dans un endroit un peu plus obscur pour certaines personnes, qu'est le jeûne intermittent. D'ailleurs, je vous ai entendu parler des années passent vite, là, ça doit faire 5, 6, 7 ans, sur les ondes de Radio-Canada. Ça reste quand même un sujet, c'est ça, un peu obscur là, pour plusieurs Oui. personnes. Encore une fois, en rafale, en quelques phrases, qu'est-ce que vous Oui. avez à dire là-dessus? Ben, écoutez, moi, j'ai été le premier surpris là, il y a une dizaine d'années quand j'ai vu les études de Walter Longo en Californie. Là. C'est un grand chercheur qui fait de la recherche sur le cancer et la longévité. Puis il a remarqué que c'est souris qui faisaient jeûner parce il avait vu que des études anciennes avaient déjà montré des bénéfices. Il a décidé de le refaire et s'est aperçu que ces souris qui jeûnaient survivaient plus au cancer que celles qui jeûnaient pas pendant le traitement. Alors lui, il rend des souris cancéreuses. Ensuite, il leur donne la chimio ou non. Puis, mais là, il a rajouté l'intervention jeûne ou pas de jeûne intermittent. Et là, comme il a vu que ça améliorait beaucoup la survie des souris, il s'est mis à chercher plus et à appliquer ça chez l'homme avec des résultats très encourageants chez l'humain. Évidemment, au début, il y avait beaucoup de scepticisme, mais il a tellement publié, Walter Longo, que maintenant, on ne conteste pas du tout les bénéfices. Alors, ça a commencé comme ça. Et là, d'autres chercheurs ont décidé de le limiter pour d'autres problèmes. Alors, il y a Mark Madsen, qui est directeur de l'Institut de vieillissement au NIH américain, les instituts de santé américains,
qu'il a utilisé pour voir s'il pouvait retarder les démences puis le déclin cognitif. Encore là, chez la souris, avec un très grand succès. Alors, il le fait chez lui-même maintenant, là, depuis une dizaine d'années. Et puis là, ben, il y a eu une foule d'études sur jeûne intermittent et maladies métaboliques, donc diabète, hypertension, évidemment surpoids, obésité. Et au-delà du poids, le jeûne a des effets sur tous les organes et c'est comme si le jeûne orchestrait là, un ensemble de facteurs qui améliorent la santé en général, diminuent l'inflammation, le risque de cancer, etc. Et tous les mécanismes sont maintenant très, très bien documentés. C'est d'une complexité inouïe, là. Ça prend un PhD en biochimie pour bien comprendre ce qui se passe dans la cellule, mais ça affecte profondément la cellule, le jeûne. Et quand on y pense, c'est comme ça que les physiologistes expliquent ça, toutes les espèces animales, incluant l'homme, ont toujours jeûné malgré elles à cause des famines, des manques d'aliments à cause de la sécheresse ou peu importe. Et les animaux ont incorporé ça, si on veut, dans leur fonctionnement, ce qui fait que c'est tout à fait naturel pour l'organisme de jeûner. Et pendant le jeûne, ben, c'est des mécanismes réparateurs, si on veut, qui améliorent la santé. J'essaie de le simplifier, mais pour ceux qui s'intéressent, on a publié plusieurs textes là-dessus sur l'Observatoire de la prévention là, de l'Institut. Oui, effectivement, j'en ai vu quelques-uns, puis je vous conseille effectivement, chers auditeurs, d'aller faire un tour sur ce site web qui est une belle référence avec beaucoup plus d'informations que seulement sur le jeûne. D'ailleurs, il y a une section aussi sur la plateforme d'Humain 360 avec Dr. Eric Simard qui fait de la recherche sur le vieillissement primaire, qui parle de jeûne intermittent. Toujours en rafale, quittons le monde de l'alimentation et allons voir le sommeil. Donc, quel serait l'impact sur la santé, l'espérance de vie d'un manque de sommeil? Malheureusement, le manque de sommeil, on appelle ça le facteur de risque le plus négligé, hein. On en parle très peu, mais pourtant, beaucoup de Canadiens, de Québécois ne dorment pas assez par stress, trop de travail, peu importe. Et c'est bien démontré que ne pas dormir suffisamment, puis là, ça varie, hein. La moyenne, c'est 7 à 9 heures. Il y a des gens qui en ont besoin un peu plus, d'autres un peu moins. Mais on pense que la moyenne des gens dorment probablement pas assez et probablement 1 heure pas assez, là. Donc, c'est quand même beaucoup, là. On parle de 15% au moins de manque de sommeil. Et ça a un effet, ça augmente le risque cardiovasculaire, ça augmente l'hypertension, ça augmente le risque d'obésité aussi. Alors, ça perturbe le métabolisme. Malheureusement, c'est pas un problème facile à régler comme d'autres. Je ne dis pas que c'est facile de régler, de bien manger ou de faire l'exercice, mais on connaît la recette. Pour le sommeil, c'est pas mal plus difficile. Oui, ça peut valoir la peine à ce moment-là d'aller chercher de l'aide Oui. médicale et autres professionnels également, là, parce que ça dépasse le cadre médical en psychothérapie ou autre. Oui. Mais effectivement, ouais, je pourrais continuer longtemps aussi sur ce sujet-là, mais je continue parce qu'on est en rafale, on s'en souvient. Mm. Donc, allons, on parlait de sommeil, donc de récupération. L'inverse de la récupération, c'est l'activité physique. Donc, quel serait l'impact, peut-être non pas de l'activité physique, mais de son opposé, de la sédentarité ou de l'inactivité physique sur la santé de la population? Écoutez, c'est catastrophique, l'inactivité, là. On pense que la sédentarité dans le monde, ça tue plus de monde que le tabac. C'est sûr que c'est moins dangereux que le tabac, mais il y a beaucoup, beaucoup plus de monde sédentaire que de fumeurs. Alors, c'est juste une règle mathématique. Et au Québec, il y a probablement 50% au moins de gens totalement sédentaires. Puis si on mesure, c'est encore pire. On est peut-être à 75%, là, parce que dans les questionnaires, évidemment, les gens exagèrent le nombre de minutes par jour, là. Mais on sait, par exemple, un exemple frappant, si vous avez 80 ans puis vous vous entraînez régulièrement, là, puis je ne parle pas d'un athlète, là, je parle de quelqu'un qui marche tous les jours, puis tout ça, va avoir la même capacité
aérobique ou la même capacité d'effort qu'un homme de 50 ans sédentaire. Et moi, je le vois tous les jours à EPIC. J'ai plein de patients cardiaques de 82, 85 ans qui font 7, 8 minutes sur le tapis roulant, ce qui est l'équivalent d'une secrétaire ou d'un employé sédentaire de l'hôpital qui vient faire son test. Alors, l'écart est énorme entre les sédentaires et les gens actifs sur le plan de la capacité d'effort. La capacité d'effort, c'est le meilleur prédicteur de votre survie. Alors, c'est pas banal. Puis pour la qualité de vie, ben, c'est la différence entre être confiné à la maison dans sa chaise berçante à 80 ans ou d'aller faire du ski de fond au même âge, alors ou de voyager. Alors, c'est majeur. Et aussi peu que 15 minutes de marche par jour va diminuer la mortalité totale prématurée d'environ 14 Et puis la dose, ben, plus on en fait, mieux c'est. Alors, 30 minutes, c'est mieux que 15. On est dans les 30 de réduction. 60 minutes, on est peut-être à 40 de réduction. Puis il y a un plafond autour de l'équivalent de 90 minutes de marche par jour. Donc, pas besoin de faire 4 heures d'exercice par jour. Le maximum du bénéfice, vous l'avez autour de 90 minutes, ce qui est beaucoup. Et si vous êtes rendu à plus de 90 minutes, peut-être qu'on peut inclure de l'entraînement à résistance ou des Absolument. étirements, puis d'autres choses, un peu de variété là-dedans. Mais dans tous les cas, les bénéfices sont majeurs, effectivement. Étant kinésiologue de formation, je n'ai pas besoin de me faire convaincre sur ce Oui. volet-là. Et on a parlé encore une fois donc de sommeil tout à l'heure. Je reviens un peu indirectement parce qu'on pourrait parler maintenant de l'impact de ne pas gérer son stress. On sait qu'un des impacts de ne pas gérer son stress, c'est d'avoir un mauvais sommeil. Mais il y a d'autres impacts aussi. Enfin, le stress a d'autres impacts sur notre santé, sur notre vie. Quels sont-ils? Le stress, ça fait au moins 50 ans qu'il y a des études en cardiologie qui démontrent que le stress chronique là, double le risque d'infarctus du myocarde. Donc, c'est pas banal, c'est autant que l'hypertension, à peu près. C'est un petit peu moins que le tabac, mais c'est quand même majeur. Et mes patients me le disent souvent, là, ils réussissent à bien manger, faire leur activité physique, mais ils ont beaucoup de difficultés à gérer leur stress. Et le stress a des effets très insidieux. Hein? Ça augmente, par exemple, le cortisol sanguin. Ça a toutes sortes d'effets métaboliques très nuisibles pour le système cardiovasculaire. Ça augmente l'inflammation, etc. Ça diminue l'immunité. Alors, c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Le gros problème du stress, c'est comment le gérer. Et il n'y a pas de façon facile. C'est un peu comme le sommeil. C'est dans la même catégorie, là. Euh, Nous, ce qu'on suggère aux gens, c'est des ateliers de méditation. On faisait ça avant la pandémie. On va probablement reprendre, mais moi, je dis aux gens, allez sur YouTube puis regardez des vidéos de méditation guidée. Il y en a plein en français, comme Christophe André, un psychiatre en France, Mathieu Ricard. Puis les gens peut-être aimeront moins ça parce que c'est un moine bouddhiste. Il y a un petit côté un peu spécial, mais il est excellent. Je dirais que Christophe André rejoint pas mal de monde et puis il y en a d'autres. Alors, vous vous installez, vous partez le vidéo, puis vous suivez ça. C'est facile maintenant d'apprendre à méditer, qui est une très bonne façon, moi je dirais en quelques semaines, là, si on pratique régulièrement, commence par 5 minutes, une fois par jour, 2 fois par jour. On dit toujours c'est mieux de le faire des courtes périodes, mais souvent, que d'essayer de faire 1 heure. Alors, continue, ça c'est assez difficile. Mais moi, j'encourage les gens à utiliser cet outil-là, là, qui est très, très simple, coûte rien, pour gérer son stress. Et c'est assez surprenant comment ça fonctionne bien. Oui, effectivement. Et à quel point les effets peuvent être physiquement ressentis au-delà de Oui. l'exercice qui est plutôt mental. Euh, Dernier point, on a eu l'annonce il y a quelques semaines par le gouvernement d'un nouveau truc qui s'appelle Prescrit Nature. Prescrit Nature, qui est le fait de prescrire, le fait pour les médecins de pouvoir prescrire l'exposition à la nature, chose qui, bon, dans mon livre à moi, devrait exister depuis plus longtemps, mais dans tous les cas, on va saluer l'avancement. Quels seraient
le lien, en fait, entre la nature, parce que ça, c'est clairement pas si évident pour tout le monde, peut-être plus pour les gens ailleurs qui sont en ville, mais quel serait le lien entre l'impact d'exposition à la nature et la santé? Ben, écoutez, les recherches sur ça, ça ont été c'est les Japonais sont intéressés à ça les premiers. Ils ont même un nom que j'ai oublié en japonais là, pour le bain de nature. Et puis, ce qu'on sait maintenant, c'est que, par exemple, vous faites une marche en nature, vous allez avoir un effet plus important sur la baisse de tension artérielle, la baisse du cortisol sanguin, un paquet de mesures qu'on peut faire euh, sur le corps humain là, qui sont affectés par la nature. Il y a des choses plus intrigantes comme, par exemple, les arbres émettent des phytoncides. Alors, ils libèrent des produits pour se défendre de différentes virus ou champignons qui affectent leurs feuilles ou les arbres. Et quand vous vous promenez en forêt, vous les respirez et on peut le mesurer dans le sang. Et alors, de plus en plus, on s'intéresse aux effets même physiologiques, l'effet de la nature. Mais sur plusieurs aspects du métabolisme, la nature a un effet qui est vraiment mesurable. Alors, c'est sûr que si vous avez accès à des parcs ou de la forêt, puis au Québec, on est choyé, c'est une bonne idée de faire des marches en forêt, si vous pouvez, ou dans un parc. Merci, docteur Martin Junot, pour ces réponses à ces questions en rafale. On arrive déjà à la fin de cet entretien, docteur Junot, et à titre de conclusion, j'aurais envie de prendre le temps qu'on se parle un peu du lien thérapeutique qu'on a avec le médecin, mais aussi avec soi-même au niveau de sa propre santé. Je pense qu'on a un pouvoir sur sa santé qui est plus grand que la plupart des gens vont penser. Et dans ce contexte-là, c'est important de bien s'informer, de bien s'éduquer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, absolument. Je pense que le médecin a un rôle, mais souvent le médecin va faire un constat, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de temps pour expliquer, ça fait qu'il va souvent sortir son carnet de prescription, puis je le blâme pas parce qu'il y a 10 minutes, fait qu'il va prescrire un médicament pour la pression, pour le cholestérol, etc. Alors que le patient, lui, ou la personne qui va voir le médecin, a un pouvoir énorme sur sa santé que le médecin ne peut pas lui donner. Alors, si on pratique les bonnes habitudes de vie, puis on les prend une par une, puis malheureusement, je ne l'ai pas dit tantôt, mais des gens qui ont toutes les bonnes habitudes de vie au Québec, c'est environ 3 à 5 parce qu'il y a beaucoup de sédentaires, il y a beaucoup de gens qui mangent à peu près aucun légume, très peu de fruits, beaucoup de gens sont en surpoids, beaucoup de gens consomment trop d'alcool, etc. Donc, si vous décidez de prendre votre santé en main, vous allez obtenir des bénéfices extraordinaires qu'aucun médicament ou intervention médicale peut vous apporter. Je pense que c'est ça vraiment la clé. On a été un peu victime des succès de la médecine, puis on a passivement dit, bon, ben, le médecin s'occupe de moi, mais non. Le médecin il est assez limité, là. Il y a des molécules, je les utilise moi aussi, mais moi, je dis toujours, quelqu'un qui mange mal, j'ai beau lui donner une statine, c'est pas grand-chose. Ça va pas faire grand-chose à quelqu'un qui mange mal. Et ça va pas changer sa capacité d'effort. Alors, et sa qualité de vie. Donc, Donc, vous avez le pouvoir. exactement. Voilà, vous avez le pouvoir et je crois en toute humilité que vous êtes au bon endroit aussi en étant sur la plateforme Humain 360. Vous êtes probablement ici parce que vous avez été référé par votre médecin d'ailleurs qui n'avait pas le temps de parler en long et en large de chacune des habitudes de vie. Donc, on vous invite à aller surfer sur les sections qui vous concerneront, aller en apprendre davantage et si vous voulez plus d'informations, mais après, vous aurez le luxe d'aller voir les professionnels de la nutrition, les professionnels de l'activité physique et autres beaux professionnels de la santé que nous avons ici au Québec. Donc, encore une fois, merci beaucoup, docteur Martin Junot, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir.